Un individu muni d'un simple ordinateur portable pourrait provoquer autant ou même plus de dégâts qu'une bombe conventionnelle. Il y a une nouvelle catégorie d'agresseurs. Le monde en a pris conscience à la suite d'attaques informatiques menées par des États. Et tout ce dont tu as besoin pour ce genre d'attaque, c'est d'un peu d'argent et de 3 hackers sans scrupules. De prime abord, ça peut paraître utopique. Mais la cyberguerre peut parfaitement avoir pour objectif des installations techniques majeures. Le hacking est une arme. Et une arme peut servir à tuer ou à protéger. Tout dépend de ce qu'on veut faire. Ils veulent nous attaquer. Imaginez une coupure de courant généralisée. Tout s'arrête, d'un instant à l'autre. Imaginez que cette coupure dure des jours, des semaines, et concerne un pays tout entier. Plus de Google Actualité, plus de connexion sur votre smartphone, même la radio resterait muette. Le pire des cas serait un effondrement général du réseau électrique. Les centrales nucléaires ne seraient plus refroidies. Le réseau de distribution d'eau serait contaminé. Ce serait un scénario catastrophe. Pour ramener toute l'Europe au Moyen-Âge, il suffit d'un simple fragment de code numérique. Une chaîne de 0 et de 1 qui se propagerait comme un ver dans nos réseaux informatiques, dans les systèmes de commande des centrales électriques, et qui attend l'ordre de tout passer sur off. La destruction d'infrastructures d'acier et de béton par une cyberattaque fut longtemps du domaine de la science-fiction. Et puis, il y a eu Stuxnet. Frank Boldevin traque les virus, les vers et autres chevaux de Troie programmés pour détruire des systèmes informatiques. Ça, c'est une ancienne station radar construite par les Américains à Berlin pendant la guerre froide pour écouter l'Europe de l'Est. Elle a servi jusqu'en 1991. Après, les Américains ont démantelé leurs installations et se sont retirés. Les radomes qu'on voit ici ont énormément marqué les esprits. De nos jours, et surtout depuis les révélations d'Edward Snowden, nous savons qu'il existe des techniques beaucoup plus subtiles pour effectuer des écoutes. Mais ces radars, même s'ils sont un reliquat d'une époque révolue, restent très impressionnants à voir. Frank Boldevin parcourt Internet pour repérer de nouveaux logiciels malveillants que les antivirus et les firewalls ne parviennent pas à détecter. Au cours de ses recherches, il découvre une séquence de code numérique qui allait changer le monde. Je suis tombé assez rapidement sur un échantillon du code de Stuxnet et j'ai analysé le cheval de Troie qu'il contenait. Très vite, j'ai remarqué une similitude avec le logiciel Windows Control Center de Siemens, qui permet de superviser des systèmes de commande. À partir de là, il était évident que l'attaque ne provenait pas de cybergangsters. Parce que, pour des gangsters,
Le sabotage d'une centrale n'a aucun intérêt en termes de retour sur investissement. Donc, l'attaque provenait très certainement d'un gouvernement. Dans le code de Stuxnet, Frank retrouve le protocole de programmation d'un système de contrôle utilisé dans le processus d'enrichissement de l'uranium. La piste mène au programme nucléaire iranien. Pour commencer, il a fallu introduire le virus Stuxnet dans la centrale. Cela s'est fait via la clé USB d'un technicien de maintenance. Une fois dans le réseau, le cheval de Troie a repéré les systèmes de visualisation et les accès réseau. Puis, il a parcouru le réseau pour localiser l'IHM, l'interface homme-machine, qui est le centre de commande à proprement parler. Une fois arrivé dans l'IHM, il s'est installé et il a activé sa bombe à retardement, à savoir un code PLC qui permet d'intervenir sur les convertisseurs de fréquences. La manipulation de ces convertisseurs de fréquences ultrasensibles est à deux doigts de paralyser le processus d'enrichissement de l'uranium iranien. Très vite, l'AIEA reçoit des informations quant à une série de dysfonctionnements dans le programme nucléaire iranien. Des spéculations font état d'un éventuel sabotage. Il faudra un certain temps pour comprendre que ces pannes sont dues à une cyberattaque. Après la découverte de Stuxnet et le déchiffrage de son code, se pose la question du commanditaire et du mobile de l'intrusion. Après plusieurs conversations avec des membres du Pentagone, le journaliste américain David Sanger comprend que l'attaque a été menée dans le cadre de l'opération Olympic Games. Cette opération s'est déroulée sur plusieurs années. Elle n'a pas commencé avec le président Obama, mais sous le mandat du président Bush, qui cherchait un moyen pour ralentir le programme nucléaire iranien. Si on ne faisait rien, l'Iran pouvait développer une bombe atomique, ou Israël pouvait attaquer l'Iran, et les États-Unis seraient entraînés dans un conflit conventionnel au Moyen-Orient. Or, nous étions déjà engagés dans plusieurs conflits. Le logiciel malveillant Stuxnet était très important, pas seulement pour l'OTAN, mais pour le monde entier. Pour la première fois, un élément de code informatique pouvait affecter le monde physique réel. Cela a marqué une rupture très importante. D'une part, ça a démontré que les services de renseignement sont très présents sur ce terrain et que les centrales nucléaires sont extrêmement vulnérables à ces attaques. Et ça a démontré aussi que les cyberattaques peuvent être une forme de sabotage très efficace. Le président Obama, qui a hérité de ce programme et l'a accéléré, craignait que d'autres pays, en apprenant l'existence de ce projet, s'en servent comme prétexte pour lancer leur propre attaque informatique. Nous envisageons l'existence d'un nouveau Stuxnet qui pourrait viser l'OTAN. Notre clientèle se compose d'environ 20 000 foyers. La régie des eaux d'Ettlingen dessert plus de 200 000 personnes en eau potable. Eberhard Euler est le directeur commercial d'une société des eaux dont la taille et la structure correspondent aux standards allemands. Elle est implantée en bordure de la forêt noire, non loin de la frontière française. Ettlingen est traversée par une rivière qui s'appelle l'Alp et qui, comme tous les cours d'eau, donne beaucoup de cachet à la ville. Ettlingen est une paisible bourgade avec un centre-ville historique pittoresque. Elle semble bien loin d'une quelconque cyberguerre. La centrale des eaux est située dans une forêt voisine. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, la région n'a connu aucune menace majeure. L'installation est protégée par des grilles et des portails sécurisés.
Une entrée par effraction serait compliquée et le cas de figure est peu vraisemblable. Le danger qui nous menace potentiellement est celui d'une intrusion électronique. Cela concerne l'approvisionnement en eau, mais aussi et surtout le réseau électrique. Nos installations fonctionnent sans personnel, elles sont commandées à distance. En cas de panne, ces commandes à distance nous permettent d'intervenir sur le site, directement depuis notre poste de commandement, ici à la régie municipale. Zum Beispiel aus unserer Leitstelle hier im Haus der Stadtwerke einwirken können. Mais l'informatisation de nos procédures a ouvert la porte à l'éventualité d'une intervention extérieure malveillante. Et c'est une question qui est de plus en plus d'actualité. Les failles informatiques. C'est ce que recherchent les hackers, comme FX de Berlin. Il compte parmi les meilleurs d'Allemagne et il connaît les risques auxquels la régie d'Ettlingen est exposée. FX et ses collègues échangent régulièrement des informations sur les menaces les plus récentes. Oui, l'Allemagne est menacée. Beaucoup de gens ont un intérêt évident à s'introduire dans les entreprises allemandes. Beaucoup de nos installations sont obsolètes et devraient être remplacées. Souvent, elles ne sont même pas sécurisables, car la sécurité n'a pas été une priorité lors de leur planification. Elles ont été construites dans un souci de fiabilité et pour faire ce à quoi elles étaient destinées, fournir de l'eau et du courant. Elles n'ont pas été pensées pour faire face à des attaques. Une attaque organisée peut provenir d'un État, donc d'une armée ou d'un service secret. Mais à l'avenir, elle pourrait aussi émaner d'une autre organisation. Un objectif éventuel pourrait être l'arrêt de l'approvisionnement en électricité. Le simple fait de couper l'électricité entraînerait toute une série de problèmes matériels et de destruction. Quant à savoir concrètement quelles seraient les cibles, c'est assez simple. Tout ce qui fonctionne avec de l'informatique. S'attaquer à des infrastructures sensibles est le métier de FX. Il est payé pour s'introduire dans des sites industriels, non pas par des pirates ou par des terroristes, mais par les exploitants eux-mêmes qui font appel à lui pour tester leur sécurité à titre préventif. Je me souviens très bien de ma première rencontre avec Felix Lindner. Le jour où on a fait connaissance, ma première impression était que, oui, c'est quand même un drôle d'oiseau. Ce que j'attends de notre collaboration avec Felix Lindner, c'est qu'elle nous apporte des éclaircissements sur les points suivants. Notre sécurité est-elle satisfaisante? Sommes-nous imprudents? Méconnaissons-nous les risques? Faut-il revoir notre sécurité? Et le cas échéant, les analyses de M. Lindner nous serviront à déterminer un mode opératoire pour corriger tel ou tel aspect. Les industriels, et je ne parle pas uniquement des fournisseurs, mais des industriels en général, ont leur propre vision de leurs outils informatiques. Moi, en tant qu'agresseur virtuel, j'en ai une vision différente. Et c'est toujours très intéressant de confronter ces deux conceptions. Eberhard Oehler ne sait pas quand FX attaquera. Le compte à rebours est lancé. La question à laquelle on me demande de répondre est très directe. Un agresseur organisé, on ne parle pas d'un lycéen qui s'ennuie devant son écran, peut-il couper le courant à toute une ville? Israël est à portée de clic. Grâce à Facebook ou Instagram, une photo prise sur la plage de Tel Aviv fait instantanément le tour du monde. Et elle générera plusieurs centaines de likes en quelques heures.
Tel Aviv protège sa population contre les attaques de missiles avec un système de défense aérienne ultramoderne appelé Dôme de fer. Quant à la sécurité informatique de ses habitants, c'est l'affaire de cet homme, Erez Kreiner. En 5 ans, il a doté sa ville, Tel Aviv, d'un dôme de fer numérique. Nous vivons dans une région dangereuse. Quand on est exposé au danger, il faut être armé pour pouvoir se défendre. Un pays doit protéger ses citoyens contre une attaque de missiles. Mais qui est chargé de les défendre contre une attaque informatique lancée par un hacker de 16 ans, une organisation criminelle, des terroristes ou un pays ennemi? Une cyberattaque pourrait perturber gravement l'approvisionnement en électricité et en eau et désorganiser le trafic automobile. Cette menace, que les États européens commencent à peine à entrevoir, Israël l'a anticipée il y a 15 ans avec le lancement de son projet de bouclier numérique. Nous avons réussi à développer un bouclier digital impénétrable. Israël est aujourd'hui à la pointe mondiale en matière de défense informatique. Et les Israéliens savent que les cyberdéfenses de première génération ne suffisent plus. La ligne Maginot était censée protéger la France. La ligne Bar-Lev protégeait Israël et le canal de Suez. Il s'agissait de construire un grand mur, comme la muraille de Chine, qui devait arrêter les invasions mongoles. En informatique, c'était la mise en place de pare-feux. Checkpoint et d'autres entreprises israéliennes les ont mis en place. Aujourd'hui, ces murailles sont percées. L'ennemi est déjà à l'intérieur. La meilleure défense, c'est l'attaque. Cela est aussi vrai pour la guerre informatique. Israël est certainement le seul pays dont les hackers peuvent bénéficier d'une formation militaire. Ces jeunes recrues apprennent à pénétrer les lignes adverses et à collecter des informations en s'introduisant dans les ordinateurs, les téléphones portables et les disques durs de l'ennemi. Nous travaillons très différemment des autres unités d'élite israéliennes. Notre style, c'est vite et sale, avec des attaques très fréquentes. Pourquoi tu appelles ça vite et sale? Parce qu'il faut aller très vite. Si nous ne réagissons pas en quelques heures, les informations que nous collectons n'ont plus aucune valeur. Pour la première fois, les hommes de l'unité 8200 se livrent à un exercice en présence de caméras de la télévision israélienne. Cette cyberunité compterait plusieurs dizaines de milliers de combattants. Vos voisins doivent-ils craindre vos compétences? J'espère bien que nos compétences effraient nos voisins. Quand je faisais des combats de karaté, je tenais à ce que mes adversaires aient peur de mes capacités. C'est aussi un avantage pour un pays qui veut défendre ses positions. Oui. Ils ont toutes les raisons de nous craindre. Dans la Silicon Valley de Tel Aviv, des ex-combattants de l'unité 8200 ont fondé des sociétés de technologie de l'information et de la communication qui vendent leurs compétences à l'international. Selon des spéculations rapportées par plusieurs médias israéliens, ce seraient des membres de la cyberunité 8200 qui auraient vendu aux Américains le savoir-faire nécessaire à la programmation de l'attaque Stuxnet. La perspective de voir une bombe numérique placée dans les centrales nucléaires ennemies fascine les médias. Mais à ce jour, Israël n'a jamais confirmé officiellement la participation de l'unité 8200 à l'attaque Stuxnet. Pour la première fois, Ehud Barak, ancien général, ex-premier ministre et ex-ministre de la Défense, accepte de s'exprimer à ce sujet.
Quel a été le rôle d'Israël dans la création de Stuxnet? Et le succès de Stuxnet a-t-il contribué à la défense d'Israël et de la paix mondiale? Je ne peux pas répondre à cette question directement. On a rapporté que l'unité 8200 a fourni des données informatiques secrètes à la CIA ou à d'autres pays. Qu'en pensez-vous? Vous n'attendez pas, et vos téléspectateurs n'espèrent pas que l'ancien ministre de la Défense d'Israël que je suis réponde à cette question. Personne n'ignore que nous avons des relations étroites avec les États-Unis et avec d'autres pays, et que nous coopérons très activement dans des opérations de contre-terrorisme. La course au cyberarmement génère de nouvelles menaces dont les industriels et les élus européens ne prennent conscience que lentement. Contrairement à Israël, l'Allemagne et la France ne se sont toujours pas dotés de réglementations contraignantes pour protéger leurs infrastructures sensibles. Dans toute l'Europe, des systèmes de commandes industrielles sont accessibles via Internet sans véritable protection. Une aubaine pour les hackers. À Ettlingen, non loin de la frontière française, FX et ses collègues s'apprêtent à simuler en temps réel une attaque contre un fournisseur d'eau et d'électricité. Combien de temps leur faudra-t-il pour priver 200 000 personnes d'eau et 20 000 foyers de courant électrique? Le but du jeu, c'est de toucher le cœur de l'installation. Donc, de couper le courant, d'arrêter les pompes et de les remettre en marche. En général, ça prend 4-5 jours maximum. Quand l'installation est vraiment mal sécurisée, ça peut aller plus vite. Une journée peut suffire pour s'introduire. Une cyberattaque commence généralement par une phase d'ingénierie sociale, c'est-à-dire par l'infiltration d'un logiciel malveillant via un employé. Dans un premier temps, on va aller sur Internet pour essayer de trouver des informations sur des employés de la direction ou des services techniques. Leur adresse mail, mais aussi leurs fonctions dans l'entreprise. Avec ça, on pourra contacter un administrateur et lui dire par exemple « Voilà, j'ai telle ou telle configuration sur mon installation, ça ne fonctionne pas, est-ce que vous pouvez m'aider ?» C'est une façon de procéder assez courante. Pour infecter un ordinateur, une adresse mail peut suffire. On envoie un message avec une information ou une pièce jointe comme un PDF. Si le destinataire ouvre ce fichier, un cheval de Troie va s'installer dans son réseau et là, on aura un premier accès à partir duquel on pourra essayer de trouver les accès suivants qui permettront d'aller toujours plus loin dans le réseau. C'est un peu comme si tu t'introduisais dans un immeuble de bureau. Au départ, tu ne sais pas où tu es. Tu commences par regarder combien d'étages il y a, comment sont les portes, et tu les ouvres les unes après les autres. Oui, c'est exactement ça. Tu te promènes dans l'immeuble, tu regardes dans les bureaux pour voir ce qui s'y passe. Et ça te donne une première idée de l'activité des gens chez lesquels tu t'es introduit. Le but était de trouver le poste central de commande, c'est comme ça que ça s'appelle, pour prendre le contrôle de la distribution d'électricité. Mais dans le détail, à savoir quel ordi est le véritable centre névralgique, ça on l'ignorait. Il a fallu chercher, et avec beaucoup de précautions, sinon on aurait réellement coupé le courant. Les hackers n'aiment pas les caméras de télévision. Mais les Israéliens sont fiers de leur technologie numérique florissante qui développe les meilleurs produits de sécurité du marché. Le fondateur du Forum des hackers israéliens a accepté de nous donner un aperçu de l'univers des programmeurs qui mettent au point des outils informatiques utilisés par de nombreux gouvernements et services secrets. Son nom de code est le pirate. Oui, je suis un pirate. C'est-à-dire ?
J'aime le côté sombre d'Internet. La plupart des collaborateurs de Cyberia sont d'anciens militaires, d'anciens agents des services secrets. Ils commencent par se former à la recherche, ensuite ils travaillent pour l'armée qui leur assigne certaines missions. Et enfin, je les recrute pour mon entreprise. La plupart d'entre eux ont donc servi dans l'unité 8200 ? Oui. Et quel type de connaissances apportent-ils à l'industrie civile ? Des tas de connaissances dont je ne parlerai pas. Ce qu'ils ont appris à l'armée. Êtes-vous un ancien de l'unité 8200 ? Oui. Que faites-vous ? Pour qui travaillez-vous ? Nous concevons des outils de surveillance cybernétique. Pour qui ? Pour les gouvernements. Qu'en font-ils ? Ils les utilisent pour traquer les criminels. C'est-à-dire ? Je n'en dirai pas plus. La cybersécurité reste un univers secret. Le gouvernement allemand travaille d'arrache-pied à la mise en place d'une stratégie de cyberdéfense européenne. La cybersécurité est le domaine de compétence du chercheur Volker Roth et de Sandro Geiken. Les deux hommes se retrouvent à l'Université libre de Berlin. Pour moi, la cyberguerre a déjà commencé, même si elle est encore dans sa phase initiale. Cette année, plusieurs exemples ont montré que les systèmes existants font régulièrement l'objet d'intrusions. Les militaires ont d'ores et déjà défini une stratégie de défense informatique. Le centre de cyberdéfense de l'OTAN se trouve au grand quartier général des puissances alliées en Europe, à Mons, en Belgique. Il assure la surveillance numérique de 28 pays et d'opérations militaires, comme celle en Afghanistan ou en Turquie, à la frontière syrienne. Voici la ligne de front des défenses cybernétiques de l'OTAN. Toutes les données collectées dans ces bureaux sont centralisées par ce centre opérationnel. C'est un outil unique et les types qui travaillent ici sont chargés de protéger l'OTAN contre les milliers d'attaques cybernétiques qui sont lancées chaque année. Êtes-vous en mesure de repousser les attaques persistantes avancées ? Les attaques ciblées. Je dirais que nous savons identifier et combattre ces menaces, mais nous craignons toujours de ne pas tout repérer. Yann West sait que les cyberguerres sont des guerres asymétriques. L'agresseur n'a besoin que d'une seule et unique faille dans des millions de lignes de code. Chaque jour, nous identifions près de 147 millions d'événements suspects dans nos réseaux. Bien sûr, tous ces cas ne sont pas des attaques, mais chaque année, nous détectons 2500 attaques confirmées sur lesquelles nous enquêtons. Avec la virtualisation croissante des infrastructures physiques, les systèmes d'armement les plus destructeurs sont désormais vulnérables à des cyberattaques. Certaines attaques permettraient de pirater des avions, par exemple, et de les faire s'écraser par escadron entier. Ce ne serait pas un avion qui s'écraserait, mais 200 au même moment. C'est très complexe et peu de gens en sont réellement capables, mais en principe, c'est faisable. Une cyberattaque contre un objectif civil entraînerait des victimes civiles. La cyberguerre entrerait alors dans une nouvelle dimension et elle remettrait en question notre conception de l'éthique et du droit international. Imaginons que l'on pénètre dans les ordinateurs d'un avion de ligne pour provoquer sa chute. Problems at the aircraft's computer. So of course this would be a war crime. Dans le cadre d'un conflit, ce serait évidemment un crime de guerre. Ce serait exactement comme si l'on avait abattu cet avion avec un missile. Par contre,
Si on perturbe le fonctionnement de l'ordinateur central du quartier général de l'ennemi, ce serait un acte de guerre légitime. Où se situerait la limite entre l'acte de guerre légitime et le crime de cyberguerre? Une cyberconvention mondiale suffirait sans doute à régler le problème. Mais pour l'heure, les grandes puissances se préoccupent surtout de consolider leur avance en matière de technologie offensive. Peut-être faudra-t-il un Pearl Harbor numérique dont les généraux américains agitent la menace pour contraindre tous ces cyberguerriers à se mettre d'accord. En attendant, chacun développe son arsenal. Pour la cyberguerre, plus encore que pour la guerre conventionnelle, l'attaque est la meilleure défense. Je ne crois plus que le gouvernement américain veuille préserver la paix et la sécurité dans le cyberespace. Ce n'est pas ainsi que nous fonctionnons. Le président Obama peut déclarer « Nous sommes attachés à telle ou telle valeur, mais le monde est plein de dangers. » Voilà pourquoi nous utilisons des drones et des opérations spéciales pour éliminer les méchants. La cyberstratégie américaine officielle défend la paix dans le cyberespace. Nous voulons qu'Internet soit libre, sûr et pacifique. Mais le gouvernement ne reconnaît pas qu'il y a toujours des méchants et qu'il recourt à l'espionnage et aux cyberattaques. Malheureusement, aujourd'hui à Washington, les agences qui pratiquent l'espionnage et les cyberattaques ont plus d'impact sur la politique américaine que le département d'État ou le ministère du Commerce qui travaille pour la paix, la liberté et la sécurité. Les États-Unis jouent sur les deux tableaux et je suis persuadé que nous sommes très engagés dans l'espionnage et les cyberattaques. Nous retrouvons le hacker FX qui va tenter de prendre le contrôle de l'alimentation en eau et en électricité de 20 000 foyers. À la direction de la centrale, le malaise est palpable. Est-il réellement possible de protéger une installation électronique contre des cyberattaques ? Je lui ai posé la question, quel antivirus utiliseriez-vous pour protéger votre propre ordinateur? Il m'a regardé l'air de dire, les antivirus c'est de la foutaise. Je me suis dit, est-ce que c'est moi qui suis naïf? C'est lui qui exagère? Ou est-ce que, en tant qu'utilisateur lambda, je me fais avoir par la pub? L'idée que les gens se font de leur réseau correspond à ce qu'on appelle le paradigme du périmètre de sécurité. C'est l'idée de la forteresse. On construit un mur autour de soi et on appelle ça un pare-feu. Le mal est à l'extérieur, le bien est à l'intérieur. Ce qui est embêtant, c'est qu'avec ce genre de périmètre de sécurité, nous n'avons ni le périmètre ni la sécurité. Las Vegas, au matin de la conférence Black Hat, le plus grand forum sur la cybersécurité du monde. Les écoutes de la NSA s'invitent à l'ordre du jour. Jusqu'où iront-ils? De nouvelles révélations sur le programme d'espionnage de la NSA. Peuvent-ils tout savoir de vous en quelques clics? De nouvelles allégations ce matin. On apprend ce matin qu'Edward Snowden a quitté l'aéroport de Moscou où il était retenu. La Russie vient de lui accorder le statut de réfugié politique. C'est un revers majeur pour les États-Unis. Il va résider 1 an en Russie, ce qui limite considérablement les recours de notre pays. Ce qui est terrifiant avec la cyberguerre, c'est qu'on ne la voit pas. Elle est menée par des acteurs hautement qualifiés et depuis quelques décennies, nous savons que nos systèmes de détection d'attaques sont très mauvais. D'autant que les agresseurs savent également attaquer et neutraliser ces systèmes et se rendre totalement invisibles. Donc nous ne savons même pas quelle est l'ampleur de la cyberguerre. De ce point de vue-là, les révélations de Snowden sont très intéressantes. Parce qu'avant Snowden, nous pensions qu'il existait quelques services de renseignement qui menaient 3 ou 4 de ces opérations par an. Depuis Snowden, nous savons que les grandes puissances effectuent plus de 200 opérations d'espionnage à l'échelle mondiale chaque année. Et qu'il existe d'autres personnes et d'autres agences de renseignement qui utilisent ce genre de procédés partout dans le monde. Et tout cela est parfaitement invisible.
Comme la convention de hackers DEF CON, la conférence Black Hat tente de nouer le dialogue avec l'industrie et les experts en sécurité informatique. Le public se compose majoritairement de responsables des agences gouvernementales et des services de sécurité. Le discours inaugural est attendu avec grand intérêt. Le discours d'ouverture sera prononcé par le directeur de la NSA, Keith Alexander. Vous pouvez nous aider à établir les faits. Nous travaillons pour la sécurité du pays. Nous traquons les terroristes, nous arrêtons les cyberattaques. Je vais prendre l'exemple de l'affaire Zazi, la tentative d'attaque terroriste visant le métro de New York. Nous avions accès à ses communications. Nous connaissions ses interlocuteurs et ses projets. Nous l'avons signalé à la Cour de justice 702. Nous avons demandé à un fournisseur d'accès Internet de nous communiquer le contenu de ses courriels. Nous avons découvert qu'il avait un complice inconnu de nos services. En présence d'une attaque terroriste imminente, le FBI et d'autres services de police ont fait échouer ce projet. Ce qui aurait été la plus grave attaque terroriste contre les États-Unis depuis celle du 11 septembre. Comme les États-Unis, Israël voit les activités de la NSA d'un autre œil que l'Europe. Le colonel Gabi Sibony est le directeur du programme militaire et stratégique de l'INSS, l'Institut israélien d'études sur la sécurité nationale. Tout et tout le monde est observé en permanence, lui comme les autres, son téléphone, son ordinateur et sa navigation sur Internet. Le colonel Sibony en est convaincu. Le développement d'Internet a mis fin à la vie privée. Plus rien n'est secret. Internet n'a pas été construit pour la sécurité, mais pour le partage. Tout ce que j'écris dans mon ordinateur peut être lu par un tiers, un humain ou une machine. Les gens ont l'impression de contrôler ce qu'ils font, de maîtriser leur vie privée. Mais cette impression est fausse. Ils se disent, si je ne donne pas certaines données à Google, Google n'y aura pas accès. En clair, ils n'ont rien compris à Google. Mais peu importe. L'essentiel, c'est la manière dont ils se sentent. Les publicités qui s'affichent dans ma boîte Gmail sont en rapport avec ce que j'écris dans mes courriels. Si une machine lit mes courriels et constate que je parle de meubles, je vais avoir des publicités pour du mobilier. Du point de vue de leurs compétences, la NSA et Google sont relativement comparables. Mais au moins, avec la NSA, je connais l'exploitant des données recueillies. C'est un président noir à la Maison-Blanche, et tout le monde le connaît. Facebook vend nos informations personnelles à des entreprises commerciales et cela ne nous pose aucun problème. Google fait de même et cela nous laisse indifférents. Qu'est-ce qui est le plus grave finalement? Quand la NSA tente de contrecarrer des attaques terroristes, cela nous dérange et nous disons « Pourquoi la NSA écoute nos conversations ?» Tout ça n'est pas très rationnel. Opération Olympic Games, Stuxnet, écoute de la NSA. En quelques années, une guerre sur les réseaux pourrait bouleverser les rapports de force tels que nous les connaissons. Les Chinois savent qu'il leur faudra des décennies pour construire une armée conventionnelle équivalente à celle des États-Unis. Leurs marines et leur armée de l'air sont très inférieures. Ils n'ont pas les moyens de projeter leur puissance comme les États-Unis. Mais ils se concentrent très habilement sur la guerre asymétrique. Ils ciblent les satellites de communication. Ils cherchent des moyens pour empêcher un porte-avions américain de s'engager dans le détroit de Formose. Les techniques cybernétiques font partie de cet arsenal. En Chine, le boom des technologies numériques a favorisé l'émergence d'une nouvelle génération de hackers rouges et patriotes. Des combattants de kung-fu modernes qui mènent la guerre à l'ennemi américain sous le contrôle de leur gouvernement. Pour moi, un hacker ne travaille pas pour gagner de l'argent. Il se bat par idéalisme.
C'est dans cet esprit que nous avons créé le Club des Aigles en l'an 2000. En 2001, un an plus tard, un avion militaire américain a percuté un avion militaire chinois et le pilote chinois est mort. La réaction de notre gouvernement nous a paru beaucoup trop mesurée et nous avons eu envie de faire entendre la voix de notre peuple. Et donc, nous avons posté une publication sur la page d'accueil du site de la Maison-Blanche. Après la guerre entre hackers chinois et américains, nous avons créé l'Union des Aigles. Mon nom chinois signifie aigle. Et j'aime beaucoup les aigles. L'aigle chinois est aujourd'hui directeur de société et il veut faire la paix avec les Américains. Wan Tao ne porte pas grand crédit aux reportages de médias américains sur les attaques des hackers chinois. En 2013, une course-poursuite entre une équipe de la chaîne CNN et des agents de sécurité fait le tour des réseaux sociaux chinois. Les Américains affirmaient être venus filmer l'immeuble qui, selon eux, abrite l'unité 61398, une section de hackers chargée de mener des cyberattaques contre des objectifs militaires aux États-Unis. Que pensez-vous de l'incident du mois de mars 2013 dans le bâtiment de l'unité 61398 à Shanghai et des cyberattaques soi-disant orchestrées par l'armée chinoise? Il est relativement normal que les États s'espionnent mutuellement. C'est de bonne guerre. Le cyberespionnage est devenu un enjeu de sécurité nationale. Mais personnellement, j'estime que les médias occidentaux en font trop. Chaque année au printemps, le même sujet, les mêmes histoires reviennent sur le tapis. Et d'ailleurs, ça ne doit rien au hasard. Cela a même une raison très précise. En fait, les médias sont utilisés par l'armée américaine pour justifier leur demande d'augmentation de budget. Mais selon les experts en sécurité du monde entier, le gouvernement chinois espionnerait effectivement des entreprises étrangères pour développer sa propre industrie. L'exemple le plus connu est celui de la société Huawei. Avec Huawei, une société chinoise de technologie de l'information et de la communication qui fabrique des composants réseau, nous avons un cas d'espionnage industriel très intéressant. Quand ils ont démarré, ils se sont livrés au cyberespionnage pour copier des composants fabriqués par la société américaine Cisco. Leurs premiers produits étaient plus ou moins des clones des produits américains. Mais par la suite, ils ont énormément investi dans le développement de ces produits. Ils ont fait appel à 3 ou 4 fois plus de développeurs que l'entreprise américaine. Et aujourd'hui, pour le même produit, le modèle chinois est beaucoup plus performant que le modèle américain. Et il est aussi nettement moins cher. Des accusations récusées par Huawei. L'entreprise est à présent la plus prospère de Chine et n'a plus besoin d'espionner qui que ce soit. Son savoir-faire technologique a dépassé celui de ses concurrents depuis longtemps. Aujourd'hui, Huawei soigne son image de marque. Ses campagnes de communication sur la cybersécurité touchent le monde entier. En matière de cybersécurité, notre stratégie est mondiale. Et nous la mettons en œuvre pour répondre aux exigences du marché. Notre credo, c'est la sécurité de bout en bout. Mais les soupçons d'espionnage industriel de la part des Chinois persistent. Pour l'Allemagne, championne du monde des exportations, la menace est réelle. Faire mourir une économie à petit feu sur 20 ou 30 ans, c'est ce qu'il y a de pire, parce que le résultat est pratiquement inéluctable. L'information me donne un avantage stratégique. Par conséquent, je peux causer un préjudice en arrêtant une machine quelque part dans le monde, mais cela me procure aussi un avantage concurrentiel. L'espionnage et le sabotage industriel favorisent le développement d'une économie en la rendant plus performante, moins chère et plus concurrentielle. Et donc, d'un point de vue géostratégique, cela affaiblit d'autres espaces économiques. FX, notre hacker de Berlin, est en route pour Ettlingen, au sud-ouest de l'Allemagne. Il se fera aider par Z, un de ses amis. Pour pénétrer sa cible, un hacker recherche systématiquement l'accès le plus simple. Frank, le découvreur de Stuxnet, est également de la partie.
Sur place, ils vont tenter de trouver une faille de sécurité qui leur permettra d'accéder aux commandes de l'alimentation en électricité et en eau. Ce qui était intéressant dans ce cas de figure, c'est qu'il y avait plusieurs structures physiquement connectées au réseau de distribution que nous devions pirater. Parmi ces structures, il y avait une maison d'hôtes. Et là, il suffit d'aller sur place, d'installer un petit ordinateur ou un routeur WLAN et le tour est joué. Avec ça, vous avez une porte arrière qui vous permet d'accéder au réseau. Le plan des hackers est simple et audacieux. Une fois dans la maison d'hôte de la régie municipale, il distrait la secrétaire et se connecte au réseau. Le plus simple est de trouver un moyen pour accéder physiquement au réseau. On ne passe pas par Internet. On prend l'avion ou la voiture, on se rend sur place, on cherche une prise réseau, et là, on va pouvoir connecter son matériel. Et voilà. On est dans le poste central de commande. Ici, il y a les commandes d'alimentation en courant, en eau et en gaz, regroupées dans le même graphique. En principe, on pourrait couper le courant, couper l'eau, remettre l'eau, etc. Donc là, tu es dedans. Oui. Et ça t'a pris combien de temps? 3 jours. Une fois à l'intérieur du système, un agresseur serait en mesure de priver une ville entière d'électricité d'un simple clic de souris. Mais il y a pire. La petite ville d'Ettlingen est reliée au réseau électrique européen. Et ce réseau est extrêmement sensible aux changements de fréquence. Quelques attaques ciblées contre des fournisseurs d'électricité et des centrales électriques pourrait mettre à mal l'équilibre du système et plonger toute l'Europe dans le noir. Plusieurs mois ont passé. Les hackers ont fait parvenir aux responsables de la régie d'Ettlingen un rapport détaillé sur leur intrusion. Les résultats ont été analysés et la régie a corrigé plusieurs failles de sécurité. Mais le véritable travail ne fait que commencer. C'est l'heure d'un premier bilan intermédiaire. Premièrement, votre réseau n'est pas protégé. De nombreuses failles permettent de pénétrer à l'intérieur. Le deuxième aspect est celui des logiciels utilisés dans votre secteur d'activité et par l'administration du Land. Contrairement aux produits standards, vos logiciels n'ont jamais été testés quant à leur sécurité. Et la conjugaison de ces deux paramètres ouvre la porte à des agressions relativement rapides et destructrices. Ça a été un choc. Nous avons pris peur. Nous avons réagi en prenant des mesures à long terme et pas uniquement au niveau de la régie municipale. Nous avons impliqué notre fournisseur de logiciels et notre prestataire qui ont été encore plus effrayés que nous. Nous avons pris des mesures, ce qui nous permet de penser aujourd'hui que nous avons rendu l'accès à notre système plus complexe. Mais nous sommes également convaincus que nous n'arriverons pas à exclure tous les risques à 100%, ni la régie municipale d'Ettlingen, ni aucune autre entreprise. Paradoxalement, malgré la menace qui pèse sur les équipements pilotés par informatique, les grands fournisseurs veulent toujours plus d'interconnexions et toujours plus de réseaux intelligents, comme dans cette vidéo publicitaire de Siemens. Dans de nombreux domaines, comme pour le smart grid par exemple, il y a une vraie contradiction, on ne peut pas le dire autrement. Plusieurs lobbies font des pieds et des mains et multiplient les pressions pour imposer coûte que coûte certaines évolutions, en dépit du fait que leur sécurité pose problème. Exemple, le secteur de la transition énergétique. À grand renfort de pub, Siemens vend ses solutions intelligentes pour gérer les interactions complexes entre la production d'énergie décentralisée, la mobilité électrique et les systèmes de paiement électronique.
Mais plusieurs experts indépendants pensent que la technologie actuelle ne permet pas de protéger efficacement ces évolutions contre les cyberattaques. Et ils soulignent la nécessité de revenir à moins d'interconnexions. Nous devons apporter plus d'attention aux problèmes essentiels et aux composants matériels de nos ordinateurs et de nos réseaux. Il y a une contradiction flagrante entre la tendance à l'interconnexion et les besoins en matière de sécurité. Tous les projets d'interconnexion reposent sur des concepts relativement hasardeux et très inaboutis. La sécurité n'est pas la priorité des concepteurs. Et une fois créés, ces réseaux ne seront pas sécurisables a posteriori. Si nous pouvions concevoir un système totalement nouveau, comment devrait-il être, selon les dernières avancées de la recherche et de la technologie, pour ne pas présenter les mêmes failles de sécurité que les systèmes que nous utilisons aujourd'hui? En fait, il faudrait construire des Legos beaucoup plus petits. Au moins, nous aurions une chance de les comprendre, de ne pas être dépassés par leur complexité. Et nous serions sûrs que nos appareils font ce pourquoi ils ont été fabriqués et qu'ils ne font pas autre chose. Il faudrait construire une nouvelle génération d'ordinateurs. Ce serait d'ailleurs un marché gigantesque, notamment pour nos exportations. Si nous réalisions ce projet, ici en Allemagne, nous aurions une situation gagnant-gagnant-gagnant. Nous serions la nation la plus cybersécurisée du monde, du coup nous aurions l'Internet le plus libre qui soit, et nous pourrions vendre cette nouvelle génération d'ordinateurs sécurisés et libres dans le monde entier. Je crois que ça tombe sous le sens. Il faut qu'on le fasse. Le progrès est toujours mieux, plus rapide et plus beau, jusqu'au jour où il nous explose à la figure.